Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h et ses annonces très attendues au sommaire de ce journal. La situation sanitaire connaissant actuellement des développements encourageants, le gouvernement va assouplir les mesures sanitaires en vigueur. Port du masque, jauge dans les stades, passe vaccinal, télétravail. Le ministre d'État Pierre Dartout sera notre invité pour nous détailler l'ensemble des changements à venir. Accidents, prise de risques parfois inconsidérés depuis le mois de janvier. Une nouvelle réglementation est intervenue pour encadrer la pratique des trottinettes électriques. Ces mesures sont-elles respectées et comprises? Reportage à suivre. Aujourd'hui s'est achevé le One Ocean Summit, rassemblant en Bretagne les dirigeants du monde entier au chevet des mers et océans. Nous serons en duplex de Brest avec Robert Calcagno. Le directeur de l'Institut océanographique a suivi les débats. Après une épopée européenne victorieuse d'Athènes à Belgrade, les Lituaniens de Kaunas ont mis un coup d'arrêt à la belle dynamique de la Roca Team. Ils se sont imposés d'un point à la salle Gaston Médecin hier soir. Et puis nous poursuivrons notre série de reportages sur les ateliers proposés aux enfants pendant les congés scolaires. Après la découverte de la mer au musée océanographique et le théâtre d'improvisation, place ce soir à de la robotique. Mais sans plus attendre, un point sur la situation sanitaire et les mesures qui en découlent avec le ministre d'État Pierre Dartout et notre invité. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Il y a des entretiens et des circonstances toujours plus positives que d'autres et l'on s'en félicite. Sans triomphalisme toutefois, est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui que les chiffres de la pandémie ont amorcé une nette baisse? Alors effectivement, depuis dimanche dernier, on voit que la grande majorité des données quantitatives sur lesquelles nous nous fondons pour apprécier l'évolution de la pandémie ont décru, c'est-à-dire se sont améliorées. Qu'il s'agisse du taux d'incidence, du nombre de personnes hospitalisées, notamment ceux qui sont en réanimation, du taux de positivité dans les analyses, dans les tests, tous ces chiffres sont en évolution favorable, ce qui nous conduit naturellement à envisager des mesures plus favorables. Tout d'abord, ce qui fait le plus débat, le port du masque. Alors le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, à l'exception de quelques lieux, ce qui était déjà le cas il y a plusieurs mois, par exemple la place du marché ou la place du Palais au moment de la relève de la garde. À part ces lieux particuliers, il n'y aura plus d'obligation de porter le masque à l'extérieur. Demeurera bien sûr l'obligation de porter le masque à l'intérieur des lieux ouverts au public. Donc notamment les écoles? Alors pour les écoles, c'est un cas bien particulier parce qu'il s'agit des enfants, donc quelque chose de particulièrement sensible. Donc là aussi, une réflexion va être menée sur la durée d'isolement et aussi une réflexion sur le port du masque. Pour l'instant, bien sûr, nous avons des débuts d'analyse. Elles ne sont pas encore totalement achevées. Nous les soumettrons au souverain dès que nous aurons des éléments certains. Autre point, le télétravail. Il devait être obligatoire jusqu'au mois de mars. Les restaurateurs, les commerçants notamment, indiquent beaucoup souffrir de l'absence des pendulaires. Va-t-il rester obligatoire, le télétravail? Alors, le télétravail est d'abord un outil très utile pour nous pour éviter une contamination trop rapide. C'est ce qui a été vu un peu partout. C'est vrai qu'il était obligatoire pendant l'ensemble de la semaine. Nous allons faire en sorte que maintenant, il ne soit plus obligatoire que pendant 3 jours. Mais bien sûr, tout cela s'organise dans chaque entreprise, dans chaque service, entre l'employeur et son salarié. Mais ce système-là va être mis en place le plus vite possible, dès demain, et ce jusqu'au 5 mars. Toujours dans ce souci de soutenir l'économie locale, y aura-t-il de nouveaux aménagements pour ce qui concerne les restaurants? Bien sûr, pour les restaurants, alors nous avions inscrit un nombre maximal de personnes, de convives autour d'une table à 8. Il repassera à 12. Et par ailleurs, la distance minimale entre les tables, qui était de 1,50 m, reviendra à 1 mètre. J'ajoute aussi qu'il y aura une amélioration pour d'autres professions. Je pense
aux salons de coiffure, aux professions de la oui, beauté. les commerçants du quotidien. Voilà, ou pour ces commerces-là, le pass sanitaire était obligatoire pour les clients. Ça ne sera plus le cas dans les meilleurs délais. Il y a les supporters, il y a les amateurs d'art. La jauge dans les stades ou dans les salles de culture sera-t-elle aménagée ? Absolument, il n'y aura plus de jauge dorénavant. Il y aura bien sûr toujours les mesures qui sont prises en termes de passe sanitaire, de port du masque, mais il n'y aura plus de mesures concernant les jauges. Vous ne redoutez pas que ces données chiffrées qui sont plus positives que lors des dernières semaines ne freinent un peu l'élan vers la vaccination et ne brouillent un peu Alors, il ne faut le message ? Il ne faut pas que la vaccination, encore une fois, demeure nécessaire, pas obligatoire en termes juridiques, mais elle est nécessaire, indispensable en ce qui concerne la lutte contre la pandémie. Nous maintenons quand même notre discours là-dessus. Il faut se faire vacciner. Il y a ce pilier, la vaccination, et puis second pilier, c'est le dépistage. Nous sommes actuellement en période de vacances scolaires. Il y aura de nouveau une vaste campagne de dépistage à la rentrée des congés de février. Oui, il y aura une opération de dépistage au moment de la rentrée scolaire. Nous allons profiter de cette deuxième semaine de vacances pour les approfondir. Tout comme, je peux l'annoncer, à partir de la rentrée, nous allons mettre en place à des fins d'expérimentation, pas de façon systématique, mais de façon à expérimenter un certain nombre de dispositifs nouveaux dont nous avons eu connaissance en matière de purification de l'air dans les classes. En conclusion, Monsieur le Ministre, vous agissez pour le bien commun, l'intérêt commun. Il y a parfois donc des circonstances un peu plus heureuses comme aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'a pas été difficile au cours des dernières semaines et des derniers mois d'incarner cette rigueur qui était certes indispensable ? Oui, bien évidemment, mais c'est difficile, c'est vrai, parce que des fois on se heurte inévitablement à des critiques, à aussi des personnes qui, à juste titre, se plaignent d'une situation qui n'est pas celle qu'ils attendent, à juste titre. Mais ça ne va pas au-delà, parce que nous sommes toujours animés, même face aux critiques, par l'idée que nous tenons un cap et que nous voulons préserver un équilibre et que nous sommes attachés à la protection de la population face à cette pandémie. Et donc cela suffit pour nous guider dans notre action. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle donc que l'assouplissement de toutes ces mesures sanitaires interviendra à compter de demain, samedi 12 février. C'est vrai, tout à fait, pour ce qui concerne le fait que le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire, c'est dès demain. Les mesures d'assouplissement concernant le télétravail, c'est demain. Les exigences du pass sanitaire pour les salons de coiffure, ce sera dès demain que cette mesure ne sera plus mise en vigueur. Merci. Merci beaucoup. Depuis le 24 janvier, la réglementation sur les trottinettes électriques a changé. Les usagers doivent donc désormais s'adapter à cette nouvelle donne. Le reportage dans les rues de Monaco de Dorine Jarnias, Thomas Deus et Olivier Bonello. À Monaco, l'utilisation des trottinettes électriques est maintenant réglementée. Des restrictions qu'approuvent les utilisateurs. C'est bien. C'est bien, il faut protéger les gens sur les trottoirs et il faut qu'on soit protégé aussi sur la route. Et voilà, c'est pour ça que qu'on se protège au maximum, quoi. Pour la sécurité de tout le monde, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, j'aurais préféré pas le mettre parce que tous les jours je suis obligée de me coiffer en conséquence, mais bon, ça c'est pas grave, c'est qu'une bêtise, c'est rien du tout. Oui, c'est bien, ça peut être bien. De toute façon, je roule pas très vite, donc je pense pas que c'est très important, mais autant être en sécurité. Les trottinettes n'ont plus le droit de circuler sur les trottoirs, sauf poussées à la main, et tout le monde doit porter un casque et des vêtements réfléchissants lorsque la visibilité est réduite. Des éléments indispensables afin d'éviter de graves accidents. Il y a une vraie distinction entre des casques de vélo et des casques de skate roller et trottinette, à savoir que nous sur les casques de trottinette on a quand même un prolongement au niveau de la nuque pour éviter d'avoir des accidents type coup du lapin. Et à l'inverse des casques de vélo, on va partir sur des casques qui vont emmagasiner les chocs, donc on va pouvoir réutiliser. Dans ce magasin, c'est 12 trottinettes vendues en seulement un mois, c'est pourquoi le gouvernement a décidé d'agir et ainsi changer la réglementation. Les autorités monégasques se sont rendues compte, comme les autorités du pays voisin, qu'il y avait un développement
de ces modes de déplacement personnel, pour la bonne et simple raison qu'ils sont beaucoup plus accessibles financièrement. Ce qui est important d'indiquer, c'est qu'au regard de la vitesse à laquelle ces engins peuvent se déplacer, il y a certains équipements qui sont donc obligatoires. Une évolution nécessaire afin de garantir la sécurité de tous les usagers, mais aussi des piétons. Vanessa Dessy nous rejoint pour développer les autres informations du jour et cette information pratique tout d'abord avec l'arrêt de la 3G programmée aux États-Unis pour cette année. Cela va avoir des incidences pour les personnes qui souhaitent se rendre vers cette destination. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Effectivement, à compter du 22 février prochain, en prévision de vos déplacements futurs et pour vous permettre de continuer à passer des appels, envoyer des SMS ou naviguer sur Internet depuis les États-Unis, nous vous conseillons dès à présent de vérifier que votre mobile est bien compatible. L'opérateur américain AT&T arrêtera son réseau mobile 3G à travers les États-Unis. Tous les abonnés mobiles de Monaco Télécom devront passer au réseau T-Mobile à leur arrivée dans le continent américain, en Alaska et à Hawaï. Le manga monégasque Blitz fête ses 2 ans avec la sortie du tome 6. Ces 24 mois d'existence ont vu le premier manga réalisé entre Monaco, la France et le Japon grandir et acquérir une véritable notoriété, aussi bien au niveau des lecteurs de manga que des joueurs d'échecs. Associer ces deux mondes était un pari risqué, mais qui est en passe d'être réussi avec plus de 50 000 exemplaires vendus à ce jour sur le territoire français. Ce tome 6 permet de voir les héros évoluer à Kyoto lors du tournoi national. La personnalité cachée de certains se dévoile de manière inattendue au fur et à mesure de la compétition. Les parties d'échecs sont à nouveau très présentes dans ce tome, ce qui permet de les mettre en scène de manière spectaculaire et ludique. Et comme chaque été, Monaco accueillera des stars de la musique lors du prochain Monte Carlo Summer Festival. L'Opéra Garnier Monte Carlo ouvrira ses portes le 13 juillet à Pink Martini pour débuter la saison d'été. La chanteuse Imani jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l'histoire de la pop. James Blunt annonce un grand retour sur scène et passera par Monaco avec une date exceptionnelle le 28 juillet à la Salle des Étoiles. Et enfin, à l'occasion de sa tournée européenne, l'iconique Rita Ora donnera un concert le 31 juillet. Le One Ocean Summit referme ses portes à Brest pendant 3 jours. Des dirigeants du monde entier, des économistes, des activistes se sont retrouvés pour évoquer l'avenir des mers et océans et les moyens notamment de mieux les protéger. Le directeur de l'Institut océanographique est avec nous en duplex de Brest. Bonsoir Robert Calcagno. Bonsoir Patricia. Quels sont les enjeux de ce One Ocean Summit ? Qu'est-ce qui fait que ce ne sera pas un sommet de plus sur les océans ? Alors, c'est un sommet qui est un peu particulier puisqu'il n'était pas prévu à l'agenda international et c'est une décision récente de la France en tant que président de l'Union européenne pour ce premier semestre 2022. Mais il est quand même particulièrement utile puisque nous aurons un agenda 2022 particulièrement important. Ce sommet permet de donner donc une impulsion politique à cet agenda et de préparer, de rassembler des coalitions de chefs d'État et de gouvernement pour impulser vraiment une décision, une direction. Le fait qu'il y ait autant de grands leaders mondiaux qui viennent dans une ville de Bretagne, c'est plutôt bon signe pour la cause environnementale. Nous voyons qu'aujourd'hui, c'est un sujet politique majeur, c'est un sujet de coopération internationale majeur, c'est un sujet d'économie et de finances majeur, et ça, c'est une excellente chose. Maintenant, il faut vraiment que l'année 2022 nous permette de passer des bonnes intentions pour nous permettre de protéger la haute mer. Ça représente près de 50% de notre planète Terre et aujourd'hui, aucun instrument juridique ne permet de créer une aire marine protégée en haute mer. Quelles sont les annonces importantes en ce dernier jour de débat ? Ce sommet ne permettra pas vraiment de grands accords internationaux. Il n'est pas prévu, il n'est pas juridiquement. Certains pays vont annoncer.
Nous avons eu beaucoup de discussions avec la France pour les convaincre d'appuyer sur les aires marines protégées de l'océan austral. Et la France a tout à fait l'autorité de créer une vaste aire marine protégée autour des îles Kerguelen, Crozet, comme elle le souhaite. Et donc, on a travaillé là-dessus mercredi, jeudi. J'ai bon espoir, on verra. Alors, de quelle manière, justement, avez-vous suivi ces journées de débat? En tant qu'observateur ou en tant qu'acteur? Parce qu'on sait que l'engagement du musée océanographique en faveur des océans a toujours été très important et prend de multiples formes. Nous avons, en fait, je suis intervenu à 3 endroits différents. D'abord un hotspot où j'ai pu exprimer la position de l'Institut océanographique, mais aussi de la Fondation Prince Albert II sur la protection des pôles. Et j'ai présenté le livre, mon nouveau livre, qui va être publié donc le 23 février prochain. C'est maintenant dans quelques jours. Deuxième intervention dans un atelier sur les nouvelles façons d'éduquer et de sensibiliser les jeunes. Et puis j'ai participé, je suis intervenu à un forum pour la mise en valeur de notre patrimoine maritime, où les personnes étaient très intéressées de connaître tout le renouveau de l'action du musée océanographique avec les expositions d'art contemporain ou plus classique, les dispositifs du Figital. Vous avez le sentiment que la voix de Monaco est toujours plus importante et surtout reconnue, car c'est effectivement l'un des chevaux de bataille du prince Albert II depuis de longues années maintenant. C'est vrai que l'image, la position de Monaco et de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, est vraiment tout à fait particulière pour les océans et on est en quelque sorte un peu un référent. On se retourne souvent vers nous pour demander la position de Monaco, l'équilibre entre la protection et le développement durable de l'océan. Voilà une voix qui porte. Merci Robert Calcagno d'avoir répondu à nos questions en duplex de Brest où se tenait le One Ocean Summit depuis mercredi. Et nous ne manquerons pas de vous retrouver donc très prochainement pour la parution officielle de cet ouvrage le 23 février. Merci beaucoup Patricia. Bonne soirée. Une grosse désillusion pour la Roca Team jeudi soir à Gaston-Médecin. La victoire était impérative pour les Monégasques dans leur course au play-off, mais les Lituaniens de Kaunas sont venus réaliser le coup parfait. Le résumé de la rencontre avec Yannick Debever, Sylvain Péroumal et Alexandre Gougassian. La déception est immense pour la Roca Team qui s'incline pour la 13e fois de la saison en Euroleague. Natas Motiejunas se charge de montrer la voie et inscrit 10 points dans le premier quart-temps. L'énergie et l'envie sont là côté Monaco, à l'image de cette action de Mike James. Et boum, le dunk de Mike James. Mais l'élite. Je pense que ce soir, collectivement, on n'a pas été très bon offensivement. La balle n'a pas beaucoup bougé, on était assez statique. Kaunas, eux, ils ont fait par contre le match qu'il fallait, le match du traîneur. Ils ont toujours été derrière nous, pas loin, mais ils ont su mettre le bon shoot pour passer devant au bon moment. Ils se sont battus, ils ont joué très physique. Et voilà, nous honnêtement, remettre la tête dedans. We should definitely now, still have, a good opportunity now against big teams, to play our best basketball, to learn from this game, how we're not supposed to be playing, and to attack any game. Avec cette défaite, la Roca Team glisse à la 11e place provisoire. Il faudra vite se remettre la tête à l'endroit pour les Monégasques. Les Villeurbanais les attendent ce dimanche pour le choc de la 20e journée de Betclic Elite. Du basket au football, il n'y a qu'un pas, Vanessa Dessy. Oui, Patricia, Monaco reçoit Lorient pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. L'AS Monaco veut poursuivre sur sa lancée. Après une très belle victoire contre l'OL la semaine dernière, l'ASM souhaite se rapprocher du podium. Je vous propose justement d'écouter Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match. On veut gagner tous les matchs. Et c'est pas si important qu'est-ce qu'il y a à la position des autres dans le championnat, parce que tu vois, les mois passés, Monaco a perdu les 3 points contre
contre Lorient, dernière fois. Pour ça, on doit concentrer de nous-mêmes, d'essayer de prendre si beaucoup de points que possible, parce que nous sommes encore dans ce marathon, et c'est un marathon, une saison, et on doit être là tout le temps. Et pas de temps en temps oui et de temps en temps non. On doit être là tout le temps. Et nous connaissons désormais l'adversaire de l'AS Monaco en demi-finale de la Coupe de France. Il s'agira de Nantes le mardi 1er mars, rencontre à l'extérieur. À vos baskets dimanche sur le Port Hercule. Avec de multiples adaptations dues à la crise sanitaire, la Monaco Run aura lieu ce week-end. Tous les passionnés de running pourront venir se tester sur plusieurs épreuves. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Schebel, directeur de la Fédération monégasque d'athlétisme. Il y a 2 courses prévues, c'est le City Trail qui est le matin à 8h30 et la course du Monaco Run qui a lieu à 10h30 et on fait aussi la marche caritative du Pink Ribbon qui elle part à 10h15. Les mesures sanitaires en effet sont doubles, à la fois pour ceux qui seront dans l'enclos de départ et d'arrivée, il faut le pass sanitaire et pour les coureurs il leur faudra un pass ou un test PCR ou un test antigénique de moins de 24 heures au moment du retrait de leur dossard. Je pense qu'au total sur ces 3 manifestations on devrait avoir peut-être 600 coureurs. C'est vrai que c'est un petit peu moins que ce qu'on pouvait espérer, mais c'est vrai aussi qu'on a eu la date et l'accord d'organiser cette course un peu tardivement et on n'a pas pu faire la promotion telle qu'on l'aurait souhaité. Par contre, on est très content de pouvoir de nouveau inscrire des coureurs, je dirais, amateurs, alors que, si pour vous rappeler, l'an dernier, on avait pu faire seulement une seule course qui était réservée aux professionnels. Et là, on est content de pouvoir en effet avoir de nouveau les amateurs. Et sachez que pour une participation à la Monaco Run, vous avez une place gratuite pour le match de dimanche face à Lorient. Pour bénéficier de l'offre, il vous suffit de vous présenter au Stade Louis II avec votre dossard. La gare de Monaco présente une nouvelle exposition. Vous pourrez découvrir sur site des œuvres de l'artiste Aboudia. La gare de Monaco propose en exclusivité des peintures de l'ivoirien Aboudia. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres de ce jeune artiste qui revient sur les thèmes de l'enfance dans les rues dont il a capté l'énergie, la pauvreté et les enfants soldats. L'accès est libre et à découvrir jusqu'au 1er avril. Pendant les vacances scolaires, l'offre d'activités pour les plus jeunes en principauté est toujours variée. Après le musée océanographique, le théâtre des Muses, nous vous emmenons aujourd'hui à la bibliothèque Princesse Caroline pour un stage de robotique avec Alexandra Pani et Olivier Bonello. Ce seront peut-être les roboticiens de demain. Malgré leur jeune âge, ils sont déjà capables de construire et programmer ces petits robots. Un atelier mêlant qualité intellectuelle et manuelle et qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Au début, c'est un petit peu compliqué, mais après, une fois qu'on a compris, c'est simple. On a utilisé un programme et après, on l'a téléversé dans le robot pour qu'ensuite, on en arrive au résultat. Et la parité est bien respectée dans cet atelier puisqu'ils sont autant de filles que de garçons. On doit essayer que le robot essaye de contourner un obstacle et faire un bip quand il essaye de trouver un obstacle et il doit essayer de suivre une ligne. Avec l'ordinateur, on programme tout et après on le téléverse dans le robot et ça doit suivre les ordres qu'on lui donnait sur l'ordinateur. Pendant 5 matinées, 4 binômes ont pu travailler sur leur propre robot. Familiarisés dès le plus jeune âge à l'école à la programmation, ce stage permettait d'apprendre de nouvelles fonctionnalités de manière ludique. On va dire qu'on prend le relais pendant les vacances, mais aussi les mercredis après-midi avec des animations qui sont plus dans le divertissement. Mais on a également un rôle d'accompagnement vers la découverte de ces nouvelles technologies, du numérique, alors soit notre équipe directement, soit des intervenants extérieurs que l'on engage pour leurs compétences. Un stage ludique et qui pourra, pourquoi pas, susciter de nouvelles vocations. Il nous reste à prendre connaissance des prévisions météo pour être tout à fait complet. Comment le week-end s'annonce-t-il, Vanessa ? Eh bien Patricia, la journée restera principalement ensoleillée malgré quelques passages nuageux. Une légère brise de 16 km/h soufflera sur le territoire. Les températures iront de 6 à 12 degrés. Le soleil se lèvera à 7h32 et se couchera à 17h56 et nous fêterons les Félix. Merci Vanessa, nous vous donnons rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Ce week-end est le dernier week-end des soldes et il va coïncider avec les achats avant la Saint-Valentin lundi.
Nous vous donnerons d'ailleurs demain quelques idées cadeaux. C'est sur cette thématique de l'amour que nous nous quittons avec ces photographies signées Mickaël Alési. Belle soirée, très bon week-end à tous aussi, mais nous comptons sur vous demain à 19h sur Monaco Info.